Je me revois encore en train de sauter avec la voiture. La route, elle est barrée par les spectateurs. Aujourd'hui, ils sont à plus de 30 mètres de chaque côté. You are crazy! If the car is missing the corner, you are dead! Tu te faufilais parmi une foule qui s'écarte à pleine vitesse. Ouais. Waouh! Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté, c'est un bonheur. Michel Mouton. Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous la connaissez? Moi, je la connais parce que j'ai un certain âge. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que tu es la plus grande pilote de tous les temps. Femme. Je l'ai entendu dire. Une icône du sport automobile, peut-être la pilote la plus brillante de toutes. Première femme à avoir gagné une étape d'un rallye, c'était en 1981. Oui. Puis après, ça a suivi avec l'année 82, vice-championne du monde. Et là, maintenant, tu travailles pour la FIA, tu t'occupes de la sécurité. C'est avant les voitures de la spéciale. Oui, on est environ 30 minutes avant la première voiture de course. Stop! You are late! Hey! You cannot walk, you have to stop here. Too late. Here. Little girl, I'm sorry, you cannot be here. You go on the other side. Move on the other side. Okay, Mouton. Yes, Mouton, yes, quickly, please. Yes. I love you. Ah, thank you. Allez, quick, the other side. Tu as été reconnu. Ah oui. On the other side, hein. Ça fait du bien quand même le café. Je me secoue aussi. On apprécie, hein. J'aimerais te parler de ta vie, qu'on revienne sur ta vie et que tu m'expliques. Avec grand plaisir, hein. Il y a beaucoup à dire. Hein. Oui, il y a des batteries, oui. Alors, tu débutes comme copilote amateur avec un ami sur une Peugeot 304S, mais au bout de quelques rallyes, ton papa t'invite à passer derrière le volant et t'offre une Alpine A110, plus l'engagement dans la première saison. Il me dit, si tu es bonne, tu continues, sinon tu arrêtes. Et tu grimpes ensuite toutes les catégories en Lancia Stratos, puis avec la mythique Fiat 131 Abarth. Puis un jour, tu as Audi qui t'appelle et qui te dit est-ce que ça vous intéresse de faire le championnat du monde pour nous? Évidemment, tu ne peux pas refuser. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu essayes de te débrouiller. Et donc, fin de l'année 81, on a commencé avec Monte-Carlo. Fin de l'année, voilà, j'ai réussi à gagner le premier rallye San Remo. Tu as connu notre époque. Tu as connu le fameux groupe B. Ah oui. Tu étais vraiment dedans. Alors maintenant, on en parle encore énormément. J'en suis fière. Hein. Ah mais bien sûr. C'est l'âge d'or du rallye. Alors en gros, le groupe B, c'était des voitures extrêmement puissantes. Il y avait même plus de 500 chevaux dans les années 80. Ma dernière Peugeot Turbo 16, en Corse, avait 530 chevaux. La folie totale. 960 kilos. Hein. C'est ça. C'était très léger. Oui. Il y avait plein d'innovations. Par exemple, sur la 205, il y avait des matériaux composites pour la première fois. Tout à fait. Il y avait les 4 roues motrices que tu as découvert. Tu as piloté la première Audi Quattro. Exact. Très léger. Et la sécurité, il n'y en avait pas. Non. C'était zéro. Exactement. Maintenant, tu es spécialisé en sécurité, c'est ton métier. Oui. Et je vois des spéciales comme au Portugal, la fameuse spéciale de Fafé, où il y a un saut très fameux. Et je me revois encore en train de sauter avec la voiture. Et quand tu sautes, la route, elle est barrée devant la voiture par les spectateurs. Non. Et oui. Et qui s'écartent quand tu as fini d'atterrir et qui s'écartent. Aujourd'hui, ils sont à plus de 30 mètres de chaque côté. C'est ton travail de d'écarter les sur spectateurs. Les mêmes spéciales, ça te fait encore plus drôle. Ah d'accord, mais j'ai vu des caméras embarquées à ton époque, mais c'était terrible. Tu te faufilais parmi une foule qui s'écarte. C'est choquant, qui s'écartait à pleine vitesse. Waouh! C'est plus impressionnant quand je vois les images que ce que je me rappelle vraiment. Les spectateurs qui sont là, tu les devines, mais tu ne peux pas dire que tu les vois vraiment. Quoi. Et le truc incroyable que tu m'as dit, c'est qu'il y avait peu d'accidents. Il y a eu des blessés, je me rappelle de bras cassés à Monte-Carlo sur la neige, un gars qui s'est fait qui a glissé un petit peu trop, mais pas d'accident grave. Mais quand même, cette époque mythique du groupe B a eu une fin. Oui. À un moment, c'est la FIA qui a décidé que c'était trop dangereux. Et le pire arriva le jour où Henri Toivonen et Sergio Crespo, son coéquipier, disparurent à jamais. La vie a été courte du groupe B, c'est 81, 86. Oui, c'est ça. C'est ça. On avait nous aussi l'impression qu'on était à la limite de ce qu'on pouvait
enregistré, tu vois. Les zones de freinage, ça arrivait tellement vite que les zones de freinage sur l'asphalte, ça devenait vraiment très vite. Parce que tu avais plein d'innovations, mais reste que c'était le tout début de ces innovations. Oui, tout à fait. Donc, pas forcément fiable. Bon, de toute façon, on ne refait pas l'histoire, donc voilà, on les a arrêtés, on est recommencé. Et aujourd'hui, on a pratiquement les voitures de mon époque, hein, parce qu'elles font... en termes de puissance, on est revenu à la puissance de 1980. Pratiquement. C'est la folie, mais il a fallu tout ce temps pour y revenir. Tout à fait. Le rallye, c'est vraiment le meilleur laboratoire pour les voitures de série. J'aimerais que tu me parles de la Côte d'Ivoire. Tu es numéro 1 au championnat du monde. Tu étais en Audi Quattro, qui venait d'apparaître, 4 roues motrices. C'est l'avant-dernière épreuve. Il suffit que tu la gagnes et c'est bon, tu es championne du monde. J'étais championne du monde. Ton adversaire, c'est Walter Rohr, qui te talonne et qui a dit « Je ne peux pas accepter d'être battu par Michel, pas parce que je doute de ses capacités, mais parce que c'est une femme. » Il l'a dit, il l'a regretté. Oui, je suppose. Bon. Et le matin, tu as une mauvaise nouvelle. J'apprends à 7 h du matin que mon père venait de décéder dans la nuit d'une embolie pulmonaire. Je dis à maman, je rentre. C'était vraiment plus important pour moi. Je rentre et maman m'a dit non, ton père aurait jamais voulu que tu arrêtes à cause de lui, donc tu vas courir pour lui. Donc, Et ton père, grâce à qui tu étais pilote? Il voulait mettre sa fille au volant, qui a été mon premier sponsor, mon premier team manager, qui m'a tout mis en place. Et j'ai dit à ma coéquipière ce qu'il en était. Et j'ai interdit à ce que l'on le dise à qui que ce soit parce que c'était difficile. Et donc, déjà d'en reparler, c'est déjà difficile. Donc j'ai dit je veux que personne ne sache, donc on est parti sans rien dire à personne, donc là tu te concentres et puis tu essayes de faire le maximum. À la fin de la première étape, je crois que j'avais plus d'1 heure d'avance sur Walter. 1 heure d'avance, c'est gigantesque. C'est gigantesque, mais c'est vrai que dans ces conditions, les 4 roues motrices en Afrique, par rapport à lui qui avait une 2 roues motrices, était très avantagé. Donc avec 1 heure d'avance, à un certain moment, j'ai senti que ma boîte de vitesse donnait des signes un peu plus durs, les rapports étaient un peu plus difficiles à passer. On changeait l'époque à la boîte en 20 minutes, je crois. Donc ils ont décidé d'un endroit pour changer la boîte de vitesse. Et là, j'avais les 2 mécaniciens qui avaient 1 an d'expérience. Ils ont mis d'abord 40 minutes pour la changer et non pas 20 minutes. C'est les travailler. Et au bout de 40 minutes, quand je suis remontée dans la voiture, il n'y avait plus d'embrayage et je ne pouvais plus changer les vitesses. Tout était bloqué. Quand enfin je suis partie, j'avais perdu toute mon avance. On est arrivé en pleine nuit parce que nous on roulait jour et nuit. Le boîtier électronique avait pris l'humidité, impossible de mettre la voiture en marche. Et le règlement disait qu'il fallait absolument que ce soit l'équipage qui sorte la voiture du parc fermé, sans aide extérieure. Et si tu te mets à 2 personnes à pousser la quattro, elle ne bouge pas d'un millimètre. Okay. Donc on a repris 10 minutes de pénalité. Là-dessus, il y a eu le brouillard. Et j'ai fait une erreur. Fabricia m'a annoncé une note que moi j'ai mal interprétée. J'ai touché, je ne sais plus quoi, je ne vais pas regarder. Et bon, j'ai cassé la direction et voilà, ça s'est arrêté quoi. J'ai pas réussi, mais au final. Mais vice-championne du monde. Voilà, je suis vice-championne du monde. Mais ton père a de quoi être fier. Oui, mais je suis tranquille de ce côté-là. Je suis tranquille. Ouais. C'était une forme d'hommage difficile, mais. Oui, mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est pas. Voilà. Donc évidemment la Côte d'Ivoire ça reste quelque chose de... Attends mais c'est pas fini parce qu'après t'as fait Pikes Peak. Oui, oh là là, Pikes Peak. Et t'as même explosé le record. 1985, French rally champion Michel Mouton drives a Quattro to overall victory at Pikes Peak. Là c'est une belle aventure. C'était aussi en Audi Quattro je pense. C'était un Audi Quattro et puis c'est les seuls machos que j'ai rencontrés dans ma carrière, c'est les Américains quand même. Allez. Ah oui. Ça, c'était vraiment les machos. C'était la première fois qu'ils voyaient une voiture de rallye, une voiture avec un moteur turbo, c'était la première fois, le premier européen, et en plus, c'était une femme. Tu vois, donc ça a fait beaucoup de choses. Et donc la première année, je l'ai fait avec Fabricia en me disant ça sera plus facile, j'aurai les notes, elles pèsent pas très lourd, comme en rallye quoi. Alors que c'est des courses de côte, se font tout seuls en général. Donc ils étaient déjà choqués de voir à 2. Et en étant à 2, on finit 2e du classement général. Et là, l'année suivante, avec l'expérience de la première année, j'ai dit bon, je vais la faire toute seule. Les essais se font en plusieurs jours, en 2 jours. Aux essais de la partie basse, j'étais déjà le meilleur temps. Malheureusement, j'ai roulé trop vite dans la partie liaison, comme on fait ici. Dans la partie liaison, avant d'arriver au départ, j'étais 5 miles au-dessus de la vitesse limite. Pénalité, 5 000 $ et interdiction de monter dans la voiture au départ. C'est-à-dire que je devais
sauter dans la voiture sur la ligne de départ, m'attacher et partir. Donc inutile de te dire que perdu d'avance, quoi. On a convoqué tous les médias et je leur ai dit, écoutez, ok, vous me traitez de criminel, je suis en meule, mais qu'est-ce qui se passe si moi, je me tue parce que je ne suis pas dans les bonnes conditions pour partir? Alors là, ils ont révisé leur jugement et la dernière pénalité, c'était que, et donc j'ai les images, je pouvais partir du paddock dans la voiture ceinturée, moteur en marche, mais pas de vitesse. Donc c'était les mécaniciens qui devaient me pousser sur la ligne de départ. Et donc moi, avec ma motivation, je me suis dit, les gars, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc j'étais remonté au maximum. Je ne pouvais pas perdre cette course, c'était pas possible. Et là, j'ai vraiment tout donné, et j'ai gagné la course. Il y a eu pas mal de commentaires de certains pilotes que je ne nommerai pas, dont un fameux qui a eu le père et il y a eu le junior derrière. Et quand je suis arrivé là-haut, et j'ai dit, pour ce monsieur en question, vous lui dites de ma part que s'il veut maintenant, moi je le défie de faire la course en descente. Parce que les pilotes américains sont habitués aux courses de côte, mais pas en descente, comme en rallye. Nous, on a toujours des descentes. Bon, il n'a pas relevé le défi. T'as jamais pensé en termes de différence de sexe? Non, jamais. C'est sûr qu'on me dit toujours, mais ça a dû être difficile pour vous en tant que femme au milieu de ces hommes. Mais non, ça n'a pas été difficile parce qu'une fois que tu es dans ce milieu et que tu es avec des gens qui reconnaissent ce que tu fais, bah, tu es au même niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Et mon objectif, ça a toujours été d'arriver au même niveau. Voilà. Donc, c'était pas un problème. Il y a encore une petite tâche là, il faut l'essuyer parce que comme on va leur faire voir qu'on y voit bien, ça va leur faire drôle. Ensuite, tu as travaillé pour la FIA. Ça a été plus tard, parce qu'entre-temps, j'ai donc organisé une course qui s'appelle Race of Champions, qui marche toujours maintenant. C'est ma fille et mon ex-partenaire qui s'en occupent. J'ai géré la piste et la course pendant 25 ans. Et c'est en 2009 que Jean Todt a été élu président de la FIA et il m'a demandé de revenir vers lui parce que lui était beaucoup plus centré sur la Formule 1. Donc je me suis occupé du championnat du monde pendant 5 ans. C'est après que donc en 2017 qu'on m'a proposé le défi de la sécurité et donc j'ai accepté et voilà. Je suis le parcours, tu vois, donc les zones spectateurs sont là. Ça c'est les zones où ils ne peuvent pas être et j'ai les kilométrages parce que là on a le GPS, ça nous permet de nous repérer, savoir exactement où je suis pour pouvoir discuter à la radio avec les gens qui sont en direction de course. Attends, j'ai tous les gens en échappatoire, mais ils sont malades. Ils sont malades. Hey, Marshall, you have all the people in outside here. Come here. You are crazy. If the car is missing the corner, you are dead. Move from the other side. Quickly. You cannot leave people who are in outside corner. You know, they are coming full speed here. Never you leave people like this. Ben oui. Ce qui m'a épaté, c'est que tu prends vraiment ça à cœur, quoi. C'est pas un boulot. Non. Je suis vraiment passionnée par ça. Je suis vraiment. C'est un challenge. Quand on m'a proposé ce rôle, j'ai dit oui à condition qu'on me laisse faire à ma manière et pas comme avant. Je voulais pas être un policier de la FIA. Voilà. Avant, c'était ça. Parce que tu peux jouer le rôle de différentes façons. Tu viens, l'organisateur doit mettre en place toutes les mesures qui sont écrites dans un mode d'emploi. Et tu peux dire, non, ça correspond pas, c'est pas bien, donc pénalité ou il faut refaire, Ou alors tu peux venir et dire, écoutez, on a ce problème parce qu'il est commun à tout le monde ce problème. Et donc on va le prendre tous ensemble, on va travailler ensemble pour voir comment on peut améliorer. Et c'est ce côté-là qui m'intéressait. Voilà. D'accord. Et je pense qu'on y est arrivé. Donc et ce qui te motive, c'est ça, c'est d'avoir un objectif, d'y arriver. Et puis de se donner le moyen. C'est comme tous les défis que tu peux te lancer, quoi. Voilà. Le jour où tu prendras ta retraite, si tu veux la prendre, il y aura un manque. Non, comment parce on va te remplacer? Mais non, j'ai 2 petites filles fabuleuses dont je voudrais profiter aussi. Oui, j'aimerais pouvoir reprendre le golf, j'aimerais pouvoir faire de la photo, il y a tellement de choses. Mais quand on voit toute l'expertise que tu as, ça va. Ou il faudra que tu formes quelqu'un peut-être. On est en train de former des gens, bien sûr, parce qu'il faut trouver les jeunes qui vont remplacer. Et donc tu as une belle famille dont tu veux profiter plus. Oui, je veux profiter au maximum. C'est bien. Donc tu as réussi ta vie, ta carrière, ta vie familiale. Moi, je suis très contente. J'ai pas de regrets. Je suis très contente. Non, je suis très contente. Et tu sais, il y avait Oscar Wilde qui disait
il faut toujours viser la Lune, parce que même en cas d'échec, tu atterris dans les étoiles. Et je crois que c'est fabuleux, c'est vrai. Tu es dans les étoiles, pour toujours. Bon, écoute, ça c'est... En tout cas, il faut toujours viser haut, quoi. Il faut toujours... il faut se donner des ambitions, parce que sinon, tu peux vivre la vie de différentes façons. Hein. Voilà, bah, tu connais, hein, tu la vis aussi d'une manière fantastique. Donc, oui, aussi, voilà, aussi. Je suis aussi ravi. Les folies que tu peux faire, ce sont les seules choses que tu ne regrettes pas, quelque part dans la vie. Quand tu as fait des choses un peu folles, un peu différentes, c'est quand même, ça te reste quelque chose de spécial, quoi. Fier de sa fille. Si je disais le nom, je mentirais.